5 millions de poissons-chats, sans fleuve, sans rivière, dans un paysage que les cartes classaient comme silence. Sous le soleil du Sao, des étangs solaires palpitent dans le sable, machines à eau improbables qui transforment la dérision initiale en courbe mesurable et en routine quotidienne. Le moment où l'on a cessé de rire coïncide avec une question obstinée. Comment Ibrahim Traoré a-t-il converti l'impossible en méthode, la rumeur en protocole, l'idée en chiffres qui tiennent au contact du vent? Si la vie peut nager ici, qu'est-ce qui, au juste, reste encore interdit à ceux qui creusent? Quand la première pelle heurta le sable, personne n'imaginait qu'un projet d'aquaculture deviendrait une déclaration politique. Officiellement, il s'agissait de tester la survie d'un poisson dans l'un des environnements les plus arides du monde. Officieusement, c'était un pari sur la capacité d'un pays à se redéfinir par la preuve. Chaque bassin n'était pas qu'un réservoir d'eau, c'était une hypothèse matérialisée sur la résilience. Le pari, formulé en silence, tenait en 10 mots. Transformer la faiblesse du désert en instrument de souveraineté durable. Derrière les chiffres attendus, rendement, salinité, oxydation, se jouait un enjeu plus vaste, savoir si la science locale pouvait supplanter la charité internationale. Pour Ibrahim Traoré, cette expérience représentait une métaphore nationale, faire du manque un moteur. S'il réussissait, le Burkina Faso ne serait plus cité comme symbole de sécheresse, mais comme atelier de régénération. Et si l'échec survenait, il serait au moins mesurable, inscrit dans les données plutôt que dans la résignation. Le premier rapport environnemental, publié 6 mois après le lancement, révéla un chiffre que personne n'attendait. Chaque bassin produisait 1 kg de poisson avec 88% d'eau en moins qu'une ferme traditionnelle. Ce simple pourcentage fit basculer l'initiative du registre de la curiosité vers celui de la démonstration scientifique. Sous la coordination du Conseil du renouveau écologique du Sao, 200 étangs biologiques furent creusés à même la roche, tapissés d'argile et alimentés par des unités de dessalement solaire. Les coopératives locales, groupes de femmes, migrants revenus du Nord, jeunes sans terre, surveillaient chaque variation du niveau d'eau grâce à des capteurs portables. Le protocole semblait improvisé, il devint vite une méthode reproductible. Les premières anomalies apparurent dès les semaines suivantes. Des graines germaient sur les bords, des libellules réapparaissaient, et la nuit, les grenouilles chantaient. Ce micro-réveil écologique transforma la perception du projet. Ce n'était plus un miracle, mais un système. Les déchets des poissons fertilisaient le sol, créant une fine lisière verte autour de chaque bassin. Ce que les ingénieurs voyaient comme un effet secondaire, les villageois l'interprétaient comme un présage. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres et ces signes traduisaient une idée ancienne. La souveraineté commence là où la dépendance cesse d'être une habitude. Sa vision n'était pas proclamée. Elle se diffusait dans les gestes, mesurer, recycler, partager les données. Là où le Sahel avait été décrit comme une marge, il devenait un laboratoire. À mesure que les images satellites confirmaient la baisse de la température de surface, 0,8 degrés en moyenne, le récit changea de ton. Le désert cessait d'être symbole d'impuissance, il devenait terrain d'apprentissage, et derrière chaque étang, c'était l'ombre d'un capitaine devenu principe, bâtir avant de demander la pluie. Au centre du réseau d'étangs se trouvait Abdoulaye, un ancien éleveur devenu pêcheur d'air. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser comme la vase qu'il retournait. Nous voulions du poisson, le désert nous a rendu la vie. Autour de lui, les gestes du quotidien reprenaient un sens oublié. Réparer une pompe, tresser un rideau d'ombre, noter la salinité dans un carnet taché d'argile. Sa coopérative, composée surtout de femmes et de jeunes revenus d'Europe, fit du bassin une école à ciel ouvert. Les enfants y apprenaient la physique en observant l'évaporation, les mères comptaient les cycles de reproduction comme des leçons d'économie domestique. Quand les premiers poissons atteignirent la taille adulte, Abdoul refusa d'en vendre la moitié. Il les relâcha dans d'autres bassins, transformant la récolte en graines. Ce geste déclencha une onde morale. Les marchés voisins virent arriver les premiers poissons séchés du désert, et avec eux un revenu qui n'était ni subvention ni aumône. La pauvreté cessa d'être un état. Elle devint une variable que l'on pouvait ajuster par le savoir. Les observateurs étrangers parlèrent d'un miracle, mais les habitants disaient seulement « le désert a respiré ».
Ibrahim Traoré cita plus tard l'histoire d'Abdoul comme une parabole de la reconquête silencieuse, faire de la survie une compétence, non une attente. Dans les yeux du pêcheur, la modernité n'avait pas de laboratoire, elle avait des mains, et la question s'imposa, nue et mesurable. Combien de science faut-il pour rendre l'espoir contagieux ? Le tournant se produisit au début de 2025. À l'époque, l'idée de cultiver des poissons dans le désert paraissait encore une provocation, un défi lancé à la logique hydrologique. Mais à Sao, la logique cessa de dicter le réel. Sous des toiles solaires, l'eau se remit à circuler, et avec elle, l'économie. Le projet pilote démarra avec 200 bassins connectés par un réseau de pompes alimentés par l'énergie solaire. Les habitants construisirent des brise-vents en feuilles de palmier, mesurèrent la salinité, apprirent à programmer des capteurs open source. Chaque mesure était partagée en ligne sur le cloud local NAFA, créant un tableau de bord en temps réel. La science devint un acte communautaire. Puis vinrent les premiers signes de bascule, des graines germèrent sur les bords des bassins. Les insectes revinrent, les nuits s'emplirent de croissements, les habitants parlaient désormais d'écosystèmes, non de miracles. Ce qui était conçu comme un test se transforma en structure. Le premier audit officiel valida la surprise. Rendement stable, salinité maîtrisée, taux de survie supérieur à 47%, malgré des températures dépassant les 40 °C. La donnée tua le scepticisme. L'expérience avait fonctionné. Des caméras captèrent les images des poissons argentés jaillissant de l'eau. Elles firent le tour du Burkina Faso en quelques heures. Les marchés se remplirent d'une rumeur différente, celle du revenu. Les femmes vendaient du poisson fumé, les enfants apportaient des paniers aux coopératives. En moins d'un an, 43 villages s'étaient inscrits pour reproduire le modèle, chacun affichant la même devise, peinte à la main. La vie a sa place ici. Mais le succès attira aussi les questions. Qui possédait les données ? Qui décidait de l'eau ? Les institutions locales durent se structurer. Elles créèrent le Free Water Network, alliance de 70 villages déterminés à garder le contrôle des ressources. Leur slogan : notre eau, notre volonté. La tension monta quand un consortium étranger tenta d'enregistrer plusieurs bassins à son nom. Les villageois répondirent par le silence. Ils se postèrent autour des étangs, formant une chaîne humaine. Les drones filmèrent l'image, des cercles bleus protégés par des rangées de corps immobiles. Le monde regarda et comprit. Le désert venait d'inventer sa propre politique. Au-delà du conflit, un apprentissage se dessinait. Les coopératives établissaient des registres précis, répertoriés, vente et réinvestissement, refusaient la dette. Les universités locales s'y intéressaient, non comme observateurs, mais comme partenaires. Le ministère ouvrit un portail public de suivi en temps réel. pH, humidité, rendement, transparence et souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, cette discipline populaire validait une intuition. La résilience n'est pas un mot, c'est une méthode. Chaque courbe de température, chaque micro-réglage de pompe, chaque poisson compté était un acte politique, discret, mesurable, contagieux. Et lorsque les journalistes étrangers parlèrent de miracles, les Burkinabés corrigèrent « Non, c'est une habitude nouvelle ». Le désert n'était plus une fatalité, c'était un territoire d'expérimentation. Alors la question changea de ton. Jusqu'où peut-on partager la pluie que l'on a fabriquée ? Avant l'expérience, la région du Sao n'avait connu que des rapports de sécheresse. Désormais, elle produisait des tableaux de rendement. En 2023, un hectare de sol sablonneux ne retenait l'humidité que 3 heures après arrosage. En 2025, un étang biogénique maintenait sa colonne d'eau 42 heures sans recharge. Cette différence, mesurée par capteur thermique, redéfinissait ce que signifiait vivre dans le désert. Le rendement piscicole moyen atteignait 2,27 tonnes hectare sans aucun aliment artificiel. Chaque tonne correspondait à 0,8 tonnes de végétation régénérée sur les rives, grâce aux rejets organiques filtrés. Autrement dit, la production d'un aliment créait la base d'un autre. Les ingénieurs du NAFA traduisirent cette boucle en équation. 1 kg de poisson, 0,9 m² de sol revalorisé. Pour la première fois, la biologie servait d'indice économique. La salinité de l'eau restait stable à 2,1 GWL contre 3,8 dans les zones témoins.
Les unités de dessalement solaire transformaient la saumure en ressources et prouvaient que l'évaporation pouvait être compensée par le recyclage. Le sable, censé être stérile, devenait un filtre. Ce ratio fit l'objet d'une publication de l'Institut écologique régional. Le désert ne rejette pas la vie, il la suspend. La couverture végétale autour des bassins augmenta de 14% en 12 mois. Des drones suivaient la densité chlorophyllienne. Les cartes infrarouges révélaient un refroidissement de surface de 0,8 degrés, déjà observé par satellite. Cette micrométéorologie inversée transforma les bassins en climatiseurs naturels. Les villages rapportèrent des nuits plus longues, des brises nouvelles, et même le retour d'oiseaux migrateurs absents depuis 10 ans. Pour les analystes, ces chiffres valaient manifeste. Ils signalaient que la résilience pouvait être calculée. Pour Ibrahim Traoré, il confirmait une doctrine, ce qu'on mesure nous appartient. En reliant chaque donnée à une main humaine, il transformait l'écologie en souveraineté pratique. Les plateformes internationales finirent par reprendre les graphiques. Certains y virent le miracle du Sahel, d'autres un modèle d'autonomie. Mais au Burkina Faso, on parlait d'abord de méthode. Calibrer, corriger, comparer. La transparence devint la nouvelle frontière politique. Chaque communauté publiait ses rapports hebdomadaires, listant ventes, coûts et taux d'évaporation. Les chiffres n'étaient plus la propriété des experts, mais celle des habitants. Et lorsque les résultats furent validés par la West African Ecological Union, le cercle se boucla. Les étangs du Sao figuraient désormais parmi les 5 systèmes aquacoles les plus efficaces d'Afrique subsaharienne. Le désert, longtemps résumé par l'absence, produisait des données de plénitude. Reste une question, posée comme une ligne de code. Combien de chiffres faut-il pour prouver qu'un rêve fonctionne ? L'expérience du Sao n'a pas seulement éveillé l'espoir, elle a aussi relancé les scepticismes. 2 arguments principaux structurent la critique. Premier argument, le projet serait un mirage énergétique dépendant d'une technologie solaire coûteuse et d'une maintenance impossible à long terme. Ces détracteurs estiment qu'en l'absence d'investissements étrangers, les pompes cesseraient de fonctionner et les bassins s'assécheraient. La réponse est venue des registres publics. Sur 200 étangs, 144 ont maintenu un fonctionnement continu sans financement externe pendant 12 mois. Les coopératives locales ont documenté chaque panne, chaque réparation. Les pièces détachées provenaient d'ateliers communautaires, non d'importation. Autrement dit, la dépendance technique annoncée s'est muée en apprentissage collectif. Le coût n'était pas un talon d'Achille, mais un levier de maîtrise. Deuxième argument, l'initiative menacerait l'équilibre écologique du désert. L'introduction d'espèces aquatiques pourrait, selon certains écologues, altérer la microfaune du sol. Mais les relevés de biodiversité indiquent à l'inverse. Le retour de 14 espèces d'insectes, 2 d'oiseaux migrateurs et l'apparition d'algues locales, jusque-là inconnues. Les scientifiques ont observé que les poissons-chats, en respirant partiellement par la peau, enrichissaient le substrat en micronutriments. Le désert n'a pas été colonisé, il a été réactivé. Entre ces 2 pôles, l'utopie coûteuse et la menace écologique, se dessine une 3e lecture, celle d'un système en apprentissage permanent. Pour Ibrahim Traoré, la critique n'est pas un obstacle, c'est une mesure de crédibilité. Dans ses entretiens, s'il répétait « Chaque doute est une donnée en attente de preuve ». C'est ainsi que le projet a survécu, non par idéologie, mais par itération. Aujourd'hui, les mêmes experts qui annonçaient la faillite du modèle le citent dans leur rapport. Le paradoxe est entier. Le scepticisme, nourri de chiffres, a fini par valider la foi. Et la question reste ouverte. Que devient une objection quand les faits la nourrissent ? Ce n'était plus de l'eau. C'était une équation sociale, visible depuis le ciel. Les bassins du Sao n'étaient plus des laboratoires isolés. Ils formaient une carte, un réseau vivant que les satellites décrivaient comme une constellation de bleu dans l'ocre. Chaque étang devenait un pixel de souveraineté, chaque mesure une preuve d'ordre nouveau. Les observateurs internationaux parlèrent d'un miracle hydrologique, les habitants, eux, d'un alphabet inventé avec leurs mains. Les drones filmaient la transformation silencieuse d'un pays. Des villages jadis tributaires de l'aide extérieure vendaient désormais leur production. La pauvreté se quantifiait à rebours. Pour Ibrahim Traoré, cette transition marquait le véritable seuil. Nous ne cherchons plus à survivre, nous cherchons à concevoir.
Sous sa vision, le projet n'était plus une expérience climatique, mais un prototype de gouvernance. L'eau, la donnée et la dignité circulaient dans le même circuit, et soudain, la perspective s'inversa. Le désert n'était plus un lieu à corriger, mais un système à comprendre. Les étangs ne reflétaient pas le ciel. Ils renvoyaient l'image d'un peuple qui, pour la première fois, se voyait capable de créer son propre climat. Le désert n'a pas changé d'un coup. Il s'est mis à travailler autrement. Les effets se sont multipliés, précis, mesurables, visibles jusque dans les bilans. Les sols périphériques des étangs, nourris par les rejets organiques, ont vu leur teneur en matière fertile tripler. Les femmes ont commencé à cultiver des légumes racines sur les franges verdies, manioc, moringa, oignons, produisant des récoltes régulières malgré moins de 10 mm de pluie par mois. Les acacias et les dattiers plantés en bordure maintenaient la nappe phréatique à une profondeur stable. Ce n'était plus une agriculture de secours, mais une agriculture de résistance. Les coopératives locales ont enregistré une moyenne de 12% de croissance des revenus trimestriels. Un nouveau type de comptabilité est né. Chaque communauté tenait un registre public des ventes, dépenses et réinvestissements. À la ligne finale, on lisait souvent la même formule. Zéro dette, zéro dépendance. Les marchés urbains, d'abord sceptiques, se sont mis à acheter le poisson du désert comme un produit national. Le symbole importait autant que le goût. C'était la preuve que l'économie pouvait se reconstruire sur le vide. La dynamique du projet a redéfini la place des jeunes et des femmes. Les retours migratoires se sont accélérés, moins d'exodes, plus d'initiatives. Des techniciens autodidactes ont fondé de petites entreprises solaires. Les coopératives féminines géraient les bassins avec une rigueur scientifique. Capteurs calibrés, carnets de maintenance, rapports hebdomadaires affichés publiquement. Dans les villages, la hiérarchie sociale s'était déplacée, le savoir devint la nouvelle noblesse. Et dans les discours, un nom revenait sans cesse. Ibrahim Traoré citait non comme chef d'État, mais comme modèle de posture. Au-delà du Burkina Faso, la méthode Saho s'est répandue. Au Niger, au Tchad, au Mali, des projets pilotes ont vu le jour. Reprenant les schémas des temps connectés, low-tech, autonomes, les institutions régionales parlaient désormais de corridors versailliens, première coordination transfrontalière née d'une initiative locale. Le climat des relations politiques se refroidissait, au sens noble. La coopération remplaçait la compétition. Pour la première fois, les frontières coloniales servaient de ligne de partage de données. Les analystes étrangers appelaient cela une révolution douce. Pour Ibrahim Traoré, c'était simplement la matérialisation d'une idée. Quand la dignité s'enseigne par la mesure, elle devient contagieuse. Les chiffres n'étaient plus un langage extérieur. Ils étaient devenus la grammaire du futur. Et sous chaque bassin, une évidence s'écrivait lentement. Le désert, à force d'être creusé, finit par devenir mémoire. Le succès d'une méthode ne garantit pas sa survie. Au moment où les étangs du Saho entrent dans leur 3e cycle, les perspectives divergent. 3 scénarios se dessinent, 3 manières d'imaginer la suite. Dans le scénario de base, la consolidation. Les coopératives poursuivent l'expansion maîtrisée des bassins, environ 20 nouveaux sites par trimestre. L'État soutient discrètement par des formations et un suivi technique, sans reprise de contrôle. La transparence des données continue d'assurer la confiance entre villages et autorités. Dans cette version, la croissance reste lente mais stable. Le modèle devient institutionnalisé et le désert s'installe dans une normalité productive. Ce scénario a 60% de probabilité selon les observateurs du NAFA Cloud. Dans le scénario optimiste, l'effet de réseau. Les pays voisins, Niger, Mali, Tchad, harmonisent leurs protocoles et créent une fédération de bassins. Les données hydrologiques sont mutualisées sur une plateforme sahélienne. L'innovation se démocratise, kit de dessalement low-tech, applications locales, échange d'alévins certifiés. Les exportations régionales de poissons séchés génèrent un flux de devises inédit. L'Afrique de l'Ouest devient laboratoire de résilience climatique. Pour Ibrahim Traoré, cette évolution représenterait la confirmation d'une thèse. La souveraineté n'est pas un mur, c'est une architecture ouverte. Dans le scénario pessimiste, la récupération. Des investisseurs étrangers pourraient chercher à privatiser les données, arguant de la sécurisation des flux. Les conflits d'usage de l'eau renaîtraient. Les coopératives risqueraient de se fragmenter.
les villages les plus pauvres redevenant dépendants des aides extérieures. Les rumeurs de mauvaise gestion offriraient un prétexte à la reprise en main. Le désert, une fois encore, serait lu à travers le prisme de la tutelle. Face à ces trois voies, une seule constante demeure, la nécessité d'une conscience collective des chiffres. Car l'autonomie ne se protège pas par des murs, mais par la clarté. La leçon du Saho n'est pas d'avoir vaincu la sécheresse, c'est d'avoir appris à la mesurer. Et comme le rappelle la phrase qu'aimait Ibrahim Traoré, « Celui qui tient la donnée tient le destin ». Sous les chiffres, il y avait des visages. Dans le village de Wahouya, Miam, veuve depuis 10 ans, raconte qu'elle avait perdu le goût des saisons. « Le désert m'avait avalé », dit-elle. Aujourd'hui, elle fume le poisson qu'elle vend aux mineurs voisins. Ses mains sentent la braise et la renaissance. Chaque matin, elle note dans un cahier la température de l'eau, puis écrit à côté une phrase simple. « Je vis encore ici ». Autour d'elle, d'autres femmes ont suivi le mouvement. Elles tiennent les bassins, partagent les données, débattent des chiffres, comme autrefois des récoltes. Les réunions de coopératives sont devenues des leçons de souveraineté pratique. Les jeunes y voient un futur qui n'exige plus le départ. Un garçon de 17 ans a résumé cette inversion en une phrase. Avant, on partait pour apprendre. Maintenant, on reste pour construire. Pour Ibrahim Traoré, ces trajectoires silencieuses sont la vraie mesure du projet. Il disait que le progrès n'est réel que lorsqu'il se respire. À Wahouya, il se respire dans la fumée du poisson et le rire des enfants. Le désert, jadis frontière, devient salle de classe. Et pour ceux qui écoutent cette histoire depuis ailleurs, peut-être n'est-elle pas une leçon d'exotisme, mais un miroir. Chacun possède quelque part son propre désert, un lieu qu'il pense stérile, qu'il pourrait pourtant irriguer d'attention et de méthode. La question n'est plus « peut-on pêcher dans le sable ?» mais « quelles oasis dorment encore sous nos routines ?» L'avenir du Saho ne dépend plus d'un miracle, mais d'une méthode. Les villages ont désormais une feuille de route, 5 étapes, simples et mesurables. D'abord, standardiser les bassins. Chaque nouvelle coopérative reçoit un kit Saho 2.0, schéma de creusement, manuel de dessalement solaire, protocole de suivi. Les ingénieurs forment sur le terrain. Le transfert de compétences précède tout financement. La connaissance devient première ressource. Ensuite, mutualiser la donnée. Les capteurs connectés envoient les relevés sur une plateforme ouverte. Chaque village peut comparer son rendement, corriger, ajuster. Le contrôle se fait par transparence, non par autorité. Ce système, validé par le NAFA Cloud, réduit de 30% les erreurs de maintenance, puis crée une école de l'eau. Les techniciens expérimentés encadrent des apprentis, les femmes enseignent la biologie locale aux enfants. Les universités de Ouagadougou et de Dori participent à la certification. La science se parle désormais en plusieurs dialectes. Après cela, renforcer la gouvernance. Les coopératives élisent un comité de vérification trimestrielle. Les registres sont publics, les décisions collégiales. Ce modèle d'auto-audit empêche la privatisation rampante et consolide la confiance horizontale. Enfin, mesurer la souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, la vraie réussite ne se compte pas en tonnes, mais en dépendance évitée. Chaque indicateur, dette 0%, fuite 0%, emploi plus 18%, trace une courbe d'indépendance. C'est la nouvelle unité de mesure du Sahel. La dignité par les chiffres. La feuille de route n'est pas un plan figé, c'est un instrument d'autonomie. Et chaque bassin, une salle de classe où le futur s'apprend par capteur. Au crépuscule, les bassins du Saho scintillent comme des constellations oubliées. Le vent y porte une odeur de sel et de feu de bois. L'air n'a plus ce silence de cendres qu'on associait au désert. Les habitants disent que la terre respire à nouveau, que les poissons racontent ce que les pluies ont oublié. Sur une berge, Abdoul replonge ses mains dans l'eau tiède et rit doucement. Nous avons bâti cela de nos mains, non pour prouver, mais pour comprendre. Son reflet tremble dans la lumière solaire, puis s'apaise. Ce geste simple résume un continent, transformer la survie en savoir. Pour Ibrahim Traoré, ces images valent plus que tout discours. Elles incarnent la foi mesurée d'un peuple qui a choisi la méthode plutôt que la plainte. Là où d'autres voient des bassins, lui voit des miroirs. Chaque étang renvoie à la même phrase. La souveraineté a désormais une surface d'eau. Et lorsque la caméra s'élève, le désert semble battre comme un cœur géométrique, ordonné, vivant.
La lumière s'y propage par cercles parfaits, rappelant qu'au bout du sable, il y a toujours une preuve. Le projet du Sao n'est plus seulement une expérience d'aquaculture, c'est un langage partagé. Dans chaque bassin, l'eau raconte la même phrase en silence. Nous pouvons prospérer sans demander la permission. Le Burkina Faso y a trouvé non une solution unique, mais une manière de penser le possible. Autour des étangs, les enfants apprennent à lire la météo dans les reflets. Les anciens mesurent le temps en battements d'ailes de libellule. Les chiffres n'ont pas effacé la poésie, ils l'ont rendue vérifiable. Et dans ce tissage entre la rigueur et la foi, l'Afrique recompose son rythme. Ibrahim Traoré disait que la dignité n'est pas une promesse, mais une habitude. Aujourd'hui, cette habitude a la forme d'un poisson-chat, d'un capteur, d'une main qui creuse. Ce n'est plus une histoire sur la pluie, c'est une démonstration de volonté.